Bonsoir à tous, bienvenue au 15h45 de Tchad Info. À 3 mois de la présidentielle ivoirienne, Aoua Don Melo brise les rangs du PPACI. Dans un mémo fuité puis confirmé dans Jeune Afrique, l'ex-ministre annonce sa candidature face à l'inéligibilité de Laurent Gbagbo, sémant le trouble au sein du parti. Visite stratégique à Dakar. Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam scelle un partenariat renforcé avec le Sénégal. Commerce, agriculture et transfert de compétences sont au cœur des échanges dans une dynamique sud-sud qui s'accélère. Bonsoir. En Côte d'Ivoire, il y a peu de remous dans certains partis d'opposition. Le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo, toujours inéligible à ce jour, s'interroge sur qui va pouvoir représenter le parti lors de l'élection présidentielle le 25 octobre prochain. Or, dans une déclaration relayée par le journal Jeune Afrique, le vice-président du PPACI, Aoua Don Melo, affirme vouloir déposer sa candidature pour cette échéance. Aoua Don Melo fait part de son intention dans une déclaration relayée par le magazine Jeune Afrique, ce qui ne laisse pas d'interroger sur la stratégie à adopter au sein du parti et par ses cadres. Tandis qu'officiellement tous sont ralliés derrière le président du PPACI, Laurent Gbagbo, on sait que depuis sa condamnation en 2018 pour l'affaire du dit casse de la BCAO, l'ex-président ivoirien a été déchu de ses droits civiques, radié des listes électorales et est donc inéligible. Face à l'échéance du 25 octobre qui approche, Aoua Don Melo a rédigé un mémo le 11 juillet dernier pour une démarche alternative. Ce mémo qui a fuité sur les réseaux sociaux a provoqué une première onde de choc au sein du PPACI, puisque l'ex-ministre de Laurent Gbagbo y proposait de désigner 2 ou 3 autres candidats afin que l'on assure de la validation de moins une candidature pour la course à la présidentielle. Chez nos confrères de Jeune Afrique, Aoua Don Melo est encore plus affirmatif puisqu'après avoir mûrement réfléchi, il affirme qu'il déposera sa candidature à la présidentielle. Conclusion, Aoua Don Melo se la joue solo, ironise l'un des membres du PPACI contacté par RFI, ce qui augure mal de la sérénité au sein de l'un des principaux partis d'opposition, tandis que la campagne électorale approche à grands pas en Côte d'Ivoire. Après plus de 4 ans de procès devant la première chambre de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le verdict dans le procès des 2 chefs miliciens anti-Balaka de Centrafrique est tombé. Alfred Yekatom est condamné à 15 ans de prison ferme et son co-accusé Patrice Edouard Ngaïsona à 12 ans. Des peines qui sont loin de celles demandées par les parties civiles qui espéraient une condamnation pour 30 ans, la peine maximale. Député et à la tête d'une société de sécurité, Alfred Yekatom est arrêté à sa grande surprise à Bangui vers la fin 2018 avant d'être extradé vers la CPI. Patrice Eduardo Ngaïsona, président de la Fédération de football de Centrafrique, sera arrêté en France vers la même période avant de rejoindre son co-accusé à La Haye. Le procès devant la CPI a finalement débuté il y a un peu plus de 4 ans. Mais très vite, la Cour va accumuler les retards à cause notamment de la crise du Covid de 2020 ou encore d'un problème de mandat des juges de la CPI. Ce jeudi 24 juillet, la Cour a finalement rendu son verdict et fixé en même temps la peine qui leur est infligée. Alfred Yekatom a été reconnu coupable de 20 chefs d'inculpation et Patrice Eduardo Ngaïsona de 28 dont les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre septembre 2013 et février 2014 lors de la tentative de reprise du pouvoir par le général François Bozizé, qui venait d'être chassé de la tête du pays par la Séléka. Parmi leurs innombrables crimes, des attaques de populations civiles, persécutions pour des motifs ethniques ou encore torture et traitements inhumains. Les juges ont donc tranché 15 ans de prison pour Alfred Yekatom et 12 ans pour Patrice Eduardo Ngaïsona. Mais les deux peuvent faire appel. Selon Loïs Midger, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch, il s'agit d'une étape très importante pour la Centrafrique, pour la CPI et pour la justice. D'autant que cela envoie un message très fort à ces encore dans le maquis, les 2 condamnés étaient parmi les principaux chefs rebelles.
Au Mali, l'armée a indiqué mardi 22 juillet au soir dans un flash spécial sur la télévision d'État ORTM la saisie d'une importante quantité de matériel fabriqué dans un pays d'Asie et destiné à une organisation terroriste sans citer les rebelles indépendantistes du FLA, mais en exhibant des écussons siglés Front de libération de l'Azawad. Dans son communiqué, l'armée malienne saluait la parfaite coordination entre les services de renseignement de l'AUS, l'appui des pays frères et dénoncer une fois encore l'implication d'entités étrangères dans le soutien aux groupes terroristes. Selon les informations de RFI, ce matériel a été fabriqué en Chine et saisi au Togo grâce au renseignement du Niger. 20 canaux pneumatiques, 4000 tenues treillis, autant de turbans et plus de 3000 paires de chaussures rangées. Aucune arme n'a été saisie, mais beaucoup de vêtements militaires et des écussons aux couleurs du FLA. L'armée malienne n'a pas répondu aux demandes de précision de RFI, mais selon les informations recoupées auprès de plusieurs cadres du groupe rebelle Front de libération de l'Azawad et auprès de sources sécuritaires maliennes, ces équipements arrivaient de Chine. Ils ont été saisis au port de Lomé au Togo grâce à des renseignements obtenus et transmis par les services du Niger. C'est d'ailleurs un avion militaire nigérien qui les a ensuite transportés de Lomé à Bamako. Sollicité par RFI, le gouvernement togolais n'a pas souhaité commenter afin de ne pas divulguer d'informations ayant trait aux questions militaires ou relevant de la sécurité nationale. Le gouvernement nigérien n'a quant à lui pas donné suite. Mais Lomé n'était pas la destination finale. Ces marchandises devaient ensuite transiter vers le Niger, vraisemblablement à destination de Gao, dans le nord du Mali. Car c'est un commerçant de Gao qui a importé ces marchandises pour ensuite les revendre au FLA par l'intermédiaire d'un sous-traitant. L'initiative de la commande ne reviendrait donc pas du FLA, c'est du moins ce qu'assurent catégoriquement plusieurs cadres rebelles, l'un d'eux rappelant qu'il est simple et habituel de se procurer ce type de vêtements dans les pays de la région. Sur ce point, les enquêtes sont en cours, réagit avec scepticisme une source sécuritaire malienne. Dans son communiqué, l'armée saluait donc sans nommer le Niger pour ses renseignements et le Togo pour sa collaboration. L'armée malienne dénonçait aussi l'implication d'entités étrangères dans le soutien aux groupes terroristes et une énième tentative de déstabilisation. La marchandise venant de Chine, est-ce Pékin qui est visé? La Chine est un pays allié du Mali et l'État chinois n'est pas impliqué dans cet échange commercial. Plusieurs interlocuteurs estiment que la formule ne renvoie à aucun pays en particulier. C'est juste du discours, confirme une source sécuritaire malienne. Ils veulent mettre ça sur le dos de la France ou de l'Algérie, commente un haut gradé nigérien. La rhétorique complotiste est un levier habituel des autorités maliennes de transition comme de leurs alliés du Niger et du Burkina pour tenter de rassembler l'opinion publique derrière elles. Entre le Sénégal et le Vietnam, l'objectif est de renforcer les relations, qu'elles soient diplomatiques, économiques ou agricoles. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a achevé ce 24 juillet une visite officielle de 3 jours au Sénégal, lors de laquelle 3 accords ont été signés. L'accent est mis sur la souveraineté alimentaire. Lors de son séjour au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam aura rencontré tour à tour son homologue, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le président de la République. Signe de l'importance accordée à cette visite, explique-t-on côté Sénégal. En 2023, selon les dernières données disponibles, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé pour la première fois les 100 millions de dollars. L'objectif est donc d'encourager cette dynamique, notamment dans le domaine agricole, où la souveraineté est primordiale, insiste régulièrement Dakar. Le Vietnam fournit 10% des besoins en riz du pays et le Sénégal exporte des milliers de tonnes de fruits de mer et des cajous, précise un économiste sénégalais. Les multiples accords signés doivent faciliter les investissements et la mobilité, explique Malik Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Au-delà de l'aspect commercial, les représentants vietnamiens ont également mis en avant le transfert de compétences dans les sciences et techniques agricoles, avec par exemple des formateurs vietnamiens déployés au Sénégal ou des exploitants sénégalais envoyés au Vietnam.
Et pour finir, mesdames et messieurs, la justice chilienne vient d'ordonner aux héritiers d'Augusto Pinochet de restituer 16 millions de dollars à l'État. Avant sa mort en 2006, l'ancien dictateur avait été accusé de fraude fiscale et de détournement de fonds publics en lien avec l'affaire Riggs. Riggs Bank, c'est le nom de la banque américaine qui a secrètement abrité plusieurs comptes appartenant à l'ancien dictateur de Chili, Augusto Pinochet, et sur lesquels se trouvaient cachés des millions de dollars. En 2004, une enquête révèle l'affaire. Pinochet est poursuivi pour fraude fiscale et détournement de fonds publics, mais il meurt à peine 2 ans plus tard sans être condamné. Il faudra près de 20 ans de bataille judiciaire visant ses proches pour qu'il restitue la fortune colossale détournée par le dictateur lorsqu'il était à la tête du Chili. Le dernier épisode en date, c'est donc cette décision du 7e tribunal civil de Santiago qui donne raison du Conseil de défense de l'État. Ce dernier avait déposé plainte en 2018 contre les héritiers d'Augusto Pinochet pour fraude au profit d'autrui. 16 personnes sont visées, parmi lesquelles l'épouse de Pinochet, morte en 2021. Les héritiers pourront faire appel. L'ironie de l'histoire, cette décision est rendue alors que dans le même temps, 2 des 5 enfants d'Augusto Pinochet se disputent l'héritage immobilier de leur père devant les tribunaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad Info.